Alors bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette nouvelle journée d'études du groupe de recherche transversale en paléographie. Alors ce groupe dont nous fêtons cette année les 10 ans d'existence a été fondé, je vous le rappelle, pour développer une réflexion transdisciplinaire sur les écritures anciennes en général, et plus particulièrement sur l'écriture en tant que consubstantielle au sens, les rapports entre écriture et contenu textuel, sur les rapports entre écriture et culture dans lesquels elle se développe, et sur les implications épistémologiques du recours à la démarche paléographique, ce qu'on pourrait appeler du bon usage de la paléographie comme science auxiliaire. Alors depuis sa fondation, nos journées se sont beaucoup intéressées au phénomène de variation des écritures et des causes qui président à ces variations. Alors après avoir commencé, je refais un petit historique, en juin 2014 par le paramètre chronologique, nous avons poursuivi en décembre de la même année par le paramètre géographique, puis en 2017 nous nous sommes attaqués à la notion de type ou de style en tant qu'ils peuvent conditionner l'écriture en fonction justement du contenu textuel. L'année suivante, ce sont les interférences linguistiques et leur influence sur les écritures qui ont retenu notre attention. Alors aujourd'hui, nous essayons de prendre à bras le corps la notion de polygraphisme en nous intéressant aux variations volontaires ou involontaires qui affectent l'écriture d'un même individu. Nous nous demanderons quelles sont ces variations et surtout ce qui les conditionne. Et puisque nos journées ont toujours une dimension méthodologique, nous tenterons de voir quels sont les moyens à notre disposition pour détecter ces variations, car ce n'est pas toujours facile. Nos manuscrits sont souvent anonymes, nous n'avons pas le nom de nos copistes ou de nos scribes, et il n'est pas toujours facile de voir si on a affaire, lorsqu'on a affaire à plusieurs écritures, à un ou plusieurs individus. Et pourquoi les écritures varient-elles? Alors c'est un problème qui est difficile à détecter, que ce soit pour les papyrologues, pour les codicologues, mais dans l'Antiquité aussi, on s'est posé la question de savoir pourquoi les écritures pouvaient varier. Je voudrais vous lire ce texte, qui est un texte juridique. C'est une nouvelle de Justinien, la nouvelle 73, qui date de 538, où Justinien s'intéresse au problème de la comparaison des écritures. La comparaison des écritures était un moyen juridique utilisé dans certains litiges. Il dresse dans la préface de cette nouvelle, il raconte plusieurs anecdotes concernant cette comparaison des écritures, et il conclut en disant « Nous voyons donc que la nature de ce procédé, c'est-à-dire la comparaison des écritures, requiert souvent une expertise approfondie du cas. Le temps entraîne souvent des changements d'écriture. On n'écrit pas de la même façon quand on est jeune et en pleine forme, ou vieux, et peut-être même tremblant. La maladie aussi aura souvent les mêmes effets. » Et il termine en disant « Est-il d'ailleurs besoin de dire cela quand déjà le changement de calame et d'encre empêche une totale absence de variation ?» Donc là, il fait, dans cette conclusion de sa préface, il fait une liste justement des paramètres qui peuvent amener un même individu à changer d'écriture. Voilà, alors, comme d'habitude, notre réflexion sera transversale et nous fera voyager à travers les époques et les cultures en passant de l'hellénisme de l'Égypte gréco-romaine à celui des copistes de la Renaissance, du chinois du IVe siècle avant Jésus-Christ au latin dans l'Europe médiévale, en passant par l'hébreu de l'Égypte ayoubide. Donc très bon voyage et très bonne journée. Et je vais tout de suite appeler Isabelle Marto Santaniello, qui est professeure associée à l'université de Bâle et qui est une papyrologue travaillant justement sur des dossiers où le polygraphisme, disons, a une importance assez forte. Et en même temps, on a eu l'occasion déjà de la recevoir, de l'accueillir ici
lors d'une précédente journée. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la paléographie numérique et elle va nous montrer comment on arrive à combiner des recherches, on va dire, traditionnelles sur des dossiers et avec des problématiques traditionnelles et en même temps une réflexion sur les nouvelles technologies qui peuvent nous aider à détecter justement ces variations. Donc, Isabelle, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour. Commençons, allez, immédiatement. Sautons dans le sujet. Donc, je suis très heureuse de commencer cette journée sur le thème du polygraphisme en l'abordant par le prisme de la variation intrascripteur, donc à l'intérieur d'une écriture ou d'une main, pour reprendre le terme main dans le sens du titre de cette journée, et par opposition à la variation interscripteur, qui sera donc entre les écritures de différentes personnes. La question de l'identification des scripteurs et de la différence entre les différents scripteurs s'est posée très tôt en papyrologie grecque, parce que les papyrus, qui ont pu être conservés grâce à l'aridité du climat de l'Égypte, nous sont souvent parvenus fragmentaires, ne contenant pas ou plus d'informations sur les personnes qui les ont rédigés. Et à cela s'ajoute le fait qu'un très grand nombre de papyrus nous est parvenu par le marché des antiquités, nous privant ainsi d'un contexte archéologique ou archivistique précis. Reconnaître une main ou une écriture propre à un même scripteur à travers plusieurs documents permet de raccorder les morceaux d'un même texte, mais aussi de reconstituer des dossiers ou des archives au sein desquels les textes s'éclairent davantage et mieux que si, évidemment, ils étaient restés isolés. Donc, pour parvenir à l'identification de scripteurs, le papyrologue étudie en général un groupe précis de textes. Et il forme son œil paléographique, comme on a coutume de l'appeler, sur ce corpus précis. Et grâce aux impressionnantes capacités de ce superordinateur qu'est le cerveau humain, il parvient à reconnaître des mains. Le procédé est coûteux, en effort, en temps, en expertise, et il est difficilement communicable et transposable à d'autres dossiers sans un entraînement préalable tout aussi intense. La raison de la reconnaissance des mains est difficile souvent à communiquer, et les travaux de Peter Stokes en ont souvent parlé, et les autres papyrologues, s'ils n'ont pas la même connaissance des textes, sont contraints, doivent accepter l'expertise. S'ils ont une bonne connaissance des textes, ils peuvent eux-mêmes se prêter au jeu avec les mêmes difficultés. Pour citer un exemple d'étude paléographique de main, le travail remarquable qu'a fait Giuseppina Azzarello a porté sur le dossier d'Epagatos, qui a été trouvé dans le Fayoum, à Euhéméria, et qui date de la fin du 1er, début du 2e siècle après Jésus-Christ. Pour reconnaître la main d'Epagarkos, Giuseppina Azzarello fait une longue démonstration de plus de 20 pages en décrivant précisément les aspects qu'elle relève. Donc je vous donne juste un petit extrait. En comparant des mains qui sont des passages qui sont assurément de la main d'Epagatos avec ceux qui ont perdu l'identification du scripteur. Et donc on voit une démarche d'accumulation de petites évidences qui sont jugées par le spécialiste comme signifiantes. Donc, d'un point de vue méthodologique, il est possible de montrer des passages qu'on juge représentatifs et de souligner les similitudes. Ce qu'il faudrait pour être complet dans cette méthode, ce serait de montrer combien ces similitudes sont différentes de tout le reste des scripteurs, ce qui, pour des raisons matérielles, et vous l'aurez compris, est bien difficile à dire. Mais je peux vous montrer 3 alphas et dire, regardez, vous trouvez qu'ils sont similaires. Il faudrait que je vous montre combien ils sont différents de tous les autres alphas. Et ça, d'un point de vue méthodologique, c'est compliqué, mais c'est ce qui serait le plus rigoureux
pour la comparaison des écritures. Alors l'ère numérique nous délivre des contraintes de la publication par livre et par article. Et ça, c'est un point absolument essentiel parce qu'à la fois, on a de plus en plus accès à des images de haute qualité, et ensuite, on va pouvoir ne pas avoir à choisir le alpha typique de cette écriture, mais pouvoir prendre en considération l'ensemble de la documentation qui nous est disponible. Et en plus, nous avons maintenant de nouvelles méthodes, de nouvelles méthodologies en intelligence artificielle et donc en apprentissage, le machine learning, un apprentissage profond des ordinateurs, qui peuvent permettre de traiter un grand nombre de données. Alors, c'est dans ce cadre que j'ai envisagé une étude de cas des archives de Dioscore. Alors, pourquoi les archives de Dioscore d'Aphrodite ? Parce que c'est le plus grand ensemble de papyrus qui nous vient d'un même village. Donc, on peut compter plus de 600 textes qui s'étalonnent entre le VIe siècle et la moitié du VIIe siècle. Donc, sur une relative courte période de temps, une grande masse de documentation sur un petit groupe de personnes. C'était donc une bonne opportunité pour retrouver et identifier des scripteurs. Ceux qui sont intéressés par les archives de Dioscore peuvent consulter, entre autres, l'ouvrage du colloque qui a été consacré à ces archives. Et donc, outre l'avantage que ces archives ont été beaucoup l'objet d'études poussées par de nombreux spécialistes, la couverture photographique a été rassemblée par Jean-Luc Fournet et est donc disponible en ligne pour consulter les différentes images des papyrus qui forment ces archives. En 2018, j'ai pu commencer un premier projet de paléographie numérique qui s'appelait Describes et au sein duquel les archives de Dioscore constituaient l'étude de cas pour l'identification des scripteurs. L'idée était de profiter des avancées en analyse des écritures en général et en forensique, puisque dès 2018, les spécialistes des sciences informatiques étaient heureux d'affirmer qu'ils pouvaient reconnaître des scripteurs à 98%. Donc, on leur donnait un échantillon d'écriture avec une encre noire sur du papier blanc, sur un jeu de données bien propre, bien calibré, et avec l'intelligence artificielle, ils arrivaient à retrouver à 98% la première proposition d'auteur, de scripteur, était la bonne. Il y avait aussi eu des études très encourageantes sur des manuscrits médiévaux, notamment une Bible, où là aussi, on a dépassé les 90% pour reconnaître les scripteurs d'une Bible médiévale. Alors, je me suis dit, évaluons les performances sur les papyrus. Pour ce faire, comme pour l'œil paléographique, il faut réduire le corpus à un nombre de textes cohérents et comparables. J'ai donc choisi à l'intérieur des archives les textes des notaires, parce qu'ils sont souvent signés quand le texte est conservé au complet. Donc j'ai sélectionné ceux qui étaient signés. Ils sont souvent datés explicitement. Pour les contrats, c'est important. Ils sont relativement longs pour des textes documentaires. Ça n'a rien à voir avec la longueur d'un texte littéraire, mais pour nous, en texte documentaire, il faut pouvoir se contenter d'une longueur de 20-30 lignes, et certains sont bien plus longs. Et il n'y avait pas le problème de modalité, le problème de changer de l'écriture en fonction du destinataire, puisqu'a priori, des contrats devaient être à peu près sur la même modalité. C'était le même type de texte. Les archives d'Aphrodite sont assez riches pour fournir un jeu de données donc, qui a été patiemment collecté avec une délimitation des zones qui étaient précisément écrites par les notaires. Et j'ai pu obtenir assez rapidement un jeu de données de 50 images et de 10 scripteurs qui a été mis en ligne dès 2019. Et à partir de ce moment-là, ce jeu de données a eu un peu sa vie indépendante. Il a été repris par des informaticiens à travers le monde qui ont fait quelques expériences dessus. Donc,
quand il avait été publié, on avait essayé avec un collègue d'Hambourg une méthode assez simple de reconnaissance des scripteurs en repérant des points clés. Et ça n'avait pas donné grand-chose, mais quelque part on avait fait un peu exprès parce qu'on voulait montrer aux informaticiens que c'était un gros problème et que c'était très difficile. Donc on avait juste un petit peu testé les algorithmes sans vraiment les pousser. Mais on voyait déjà l'étendue du problème et des complexités. Une première équipe a abordé le problème en coupant chaque morceau de papyrus en petits patchs, comme vous voyez à l'écran, qui contiennent approximativement des bouts de plusieurs lignes, quelques caractères sur 2 lignes, en disant c'est comme ça qu'on va pouvoir reconnaître des similarités et attraper ce qui fait le cœur, l'aspect unique d'une écriture. Les résultats n'étaient pas très bons, on n'était pas du tout aux 98%, et on peinait à approcher les 60%. Alors la même équipe ne s'est pas découragée, et s'est dit que peut-être que la clé, c'était une histoire d'échelle, qu'il ne fallait pas prendre plusieurs lettres ou plusieurs lignes, mais aller en dessous du niveau du caractère, et prendre des morceaux, des segments de traits. Alors ils ont choisi cette échelle-là, et ils ont eu une légère amélioration, mais on est passé au-dessus de la barre des 60%. Avec des collègues de Nurembourg, j'ai pu par la suite faire des expérimentations en combinant différentes méthodes. En combinant donc une méthode qui s'appelle SIFT et cette même approche de patch, en espérant améliorer la situation. Et là aussi, on a eu une très légère amélioration, mais on peinait toujours à approcher de scores assez intéressants. Avec des collègues italiens, on s'est donc dit qu'il fallait essayer de comparer, non pas des lettres individuelles, parce que vous avez vu que ces écritures sont très cursives, et donc les lettres risquent d'être très déformées par ce qui précède, mais par ce qui suit, mais donc des blocs de 2, 3 ou 4 lettres. Alors, là aussi, la tâche a été confiée à un étudiant qui ne connaissait pas le grec et qui a coupé arbitrairement le jeu de données en ce qui lui semblait être des groupes de 2-3 lettres. Et donc, on a aussi utilisé les meilleurs algorithmes, ceux qui marchent sur les écritures modernes, et malheureusement, on a peiné à améliorer encore les performances. À partir de ce moment-là, la question était de savoir s'il fallait plus de données ou pas. Souvent, c'est une question que l'on met en avant en intelligence artificielle. Si ça ne marche pas, c'est pas que la méthode ne marche pas, c'est qu'il faut plus de données. Alors, on a étendu le jeu de données et passé de 50 à 120 images en vérifiant à chaque fois l'identité du scripteur, que le passage ne contient qu'une seule main. Et on a obtenu 23 scripteurs. Et donc vous voyez, ça c'est le jeu de données dont je dispose actuellement, qui couvre 150 ans, et avec des répartitions inégales et des données inégales de datation aussi. Certains textes sont précisément datés, mais certains, on est dans l'approximation quant à la datation. Et c'est sur ce jeu de données qu'a eu lieu la plus récente expérience, qui a été présentée il y a quelques jours à Calcutta, à la conférence de Pattern Recognition. C'est des recherches qui ont été menées avec l'Université de Vienne et Marco Pier, qui fait son doctorat sur l'identification des scripteurs dans les documents historiques. Et là, on a changé de perspective en disant que maintenant, il fallait être sûr de comparer ce qui est comparable. Et donc, avec ma collègue Olga Serbaeva à Bâle, on a pris le temps d'annoter le mot le plus fréquent dans la langue grecque, qui est le mot kai, qui veut dire et donc annoter sur chacune des images où se trouve ce trigramme. L'intérêt de kai, c'est non seulement qu'il soit fréquent, mais aussi le fait qu'il commence par un kappa et qu'il finit par un iota le rend un peu résistant à la contamination de l'écriture cursive. On s'attend peu à ce que le kappa soit déformé par ce qui précède et à ce que le iota soit déformé par ce qui suit. Peu.
Alors, pour ce faire, on a utilisé plusieurs outils d'annotation. La plateforme qui s'appelle Read, que j'utilise dans d'autres projets, et une visualisation qui s'appelle Palex, qui permet ensuite de voir toutes les zones annotées et aussi de pouvoir les regarder ensemble en une vue. Donc, l'avantage, c'est que cela permet de garder tous les exemples de lettres et aussi de passer de la petite image à la grande simplement en cliquant dessus. On ne perd pas le lien du contexte, ce qui est très important parce qu'on peut espérer ainsi attraper les variations qui sont dues à la mise en page, au fait que le mot soit en début de ligne ou à la fin de ligne, par exemple, ou par exemple qu'il soit écrit de manière plus hâtive parce qu'il est en fin de document. Alors, de nouveau, on a fait face au problème du manque d'équilibre du jeu de données, puisqu'on avait certains textes qui étaient plus longs que d'autres, qui contenaient plus de cailles que d'autres. Sur cette image, vous voyez qu'on a aussi annoté quelques lettres individuelles, juste en guise de comparaison. Ça a été un projet juste pour voir ce que ça donnait. On s'est rendu compte déjà que si on voulait le faire sur toutes les 120 images, il fallait y passer 6 mois. Donc on a arrêté. Mais on avait comme ça un petit échantillonnage de lettres individuelles pour faire différentes expériences. Alors j'étais assez confiante qu'on allait avoir de bien meilleurs résultats. Et on a eu d'à peine meilleurs résultats. Alors, le collègue était déjà très content en disant « on a les mêmes résultats en utilisant moins de données. Donc c'est bien, on n'a pas besoin d'une grande quantité de données pour reconnaître les scripteurs au même taux. » Mais j'étais frustrée parce qu'on était toujours à 65-66% de résultats. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à mieux reconnaître les scripteurs en ayant un jeu aussi précis ? Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de ce genre de matrice de confusion. Dans un monde idéal, il n'y aurait que des chiffres sur la diagonale bleue. À chaque fois que vous avez un carré rouge, ça montre une erreur. Donc, c'est une manière de regarder un peu ce que veut dire vraiment ce 66%. Est-ce qu'il y a des fois où ça marche bien, des fois où ça ne marche pas bien? Pourquoi et quand, enfin plutôt quand le programme s'est-il trompé? Et on peut voir par exemple que pour le scripteur qui a testé en quasiment plus grand nombre, Dios, on a 100% de résultats. Donc on a réussi à reconnaître à coup sûr les cailles qui ont été écrites de la main de Dios dans ce jeu de données. Alors c'est un petit peu le cas idéal. Si ça n'avait pas marché avec Dios, c'était vraiment à désespérer, il fallait complètement changer de notre fusil d'épaule. Pourquoi ? Parce que Dios a écrit un très long document, un seul, et qu'il a été conservé dans une collection, donc il y a une parfaite homogénéisation dans la digitalisation. Il n'y a pas de variation de résolution, de captation de couleurs entre les images. Donc c'est le cas idéal, et dans ce cas-là, ça marche. Donc ça donne quand même espoir. On remarque qu'il y a deux autres scripteurs qui ont atteint les 100% de résultats, et pourtant ils n'ont pas beaucoup d'échantillons, c'est Theodosios et Koloutos. Et donc toute cette expérience montrait qu'il fallait avoir de nouveau recours que le temps était venu de se plonger dans la paléographie traditionnelle des cailles pour voir ce qui se passait et comprendre mieux les résultats obtenus. Le problème, c'est que l'œil humain est vite submergé par le nombre. Et pouvoir comparer 20, 30 images en même temps, c'est une chose. Quand on passe à 100, 200, ça devient extrêmement compliqué. Donc, il faut mettre au point une méthodologie. Et j'ai choisi la limite arbitraire à 10. C'est-à-dire que s'il y avait moins de 10 cailles par document, je les regardais tous. S'il y en avait plus, je regardais que ceux qui étaient bien conservés. Ils ont une petite étiquette qui s'appelle BT1, ça veut dire qu'ils sont complets. C'est déjà dans le jeu de données. Et s'il y avait plus de 10 BT1, je choisissais arbitrairement 10. Et donc, en disant arbitrairement, j'essayais de les prendre régulièrement. S'il y en a 50, j'essayais de les prendre un peu partout dans le document.
pour réduire cette complexité et pouvoir voir quelque chose. Parce qu'au bout d'un moment, on ne voit plus rien si on regarde trop d'éléments en même temps. Alors voici un exemple avec Victor, dont il nous est parvenu 27 cailles de bonne qualité dans le jeu de données. Et à partir de ces 27, avec simplement une classification, on peut identifier des types. Alors, dans la logique de la reproducibilité de la démarche, je peux publier ma sélection. Je peux dire, voilà, j'ai ces 27 et j'ai choisi, parmi ces 27, j'ai choisi de les diviser sur cette manière, avec ces critères. Et vous êtes en droit de faire autrement, mais je peux publier chaque étape de mon raisonnement. Et donc vous voyez que là, sur les 27, on réduit à 10, avec l'idée, je pense que ça c'est vraiment important, et c'est possible maintenant, d'avoir le poids des formes, c'est-à-dire la proportion des formes. Et vous voyez par exemple que là, il y a une très grande majorité de formes de cailles en bas de la première colonne. Mais c'est aussi intéressant de prendre un petit peu les exceptions, si on garde en mémoire, si on garde la trace que ce sont des exceptions. Et c'est ce qui est possible actuellement. Et donc, on peut encore plus réduire en disant, voilà, ça c'est le style le plus fréquent. Et la deuxième forme la plus fréquente, c'est celle-là. Pourquoi on a besoin de réduire comme ça ? Parce que après, on peut essayer de les visualiser tous ensemble. Donc là, on n'est que sur la première moitié du jeu de données, les 75 premières années. Et vous voyez déjà que ça donne beaucoup de choses à regarder. Donc si on n'était pas passé par ce phénomène de réduction, on ne pourrait pas ensuite espérer les regarder comme ça paléographiquement. Et l'idéal, ce serait, et ça va être la prochaine étape, il y a des outils maintenant où on peut se promener, cliquer sur un auteur, et de ces trois-là, on peut retourner aux 7 prototypes et on peut retourner aux 27 qui sont derrière. Donc avoir cette idée comme ça de construction par couche et de pouvoir se naviguer entre les différentes étapes, je pense que c'est très important pour le futur. Si vous voulez regarder ce que ça donne pour la deuxième moitié, vous voyez qu'il y a aussi des variations, mais il me semble une plus grande similarité qui reste à creuser dans cette répartition. Alors, une fois que les données sont collectées, on y voit un petit peu plus clair pour faire une typologie des différents paramètres, pour un petit peu mettre des mots quand même sur ces différentes formes ou des catégories, éventuellement pour pouvoir faire des statistiques. Et vous aurez peut-être remarqué qu'en fait, les notaires d'Aphrodité avaient un petit peu de liberté. Et c'est ce qui explique toutes ces variations. Ils pouvaient écrire Chi en toutes lettres, avec kappa, alpha et iota, qui ont chacun conservé leur constituant, élément constitutif, et ils pouvaient l'abréger. La partie la plus abrégée, c'est le lien alpha-iota, mais on voit aussi la fin du kappa qui se retrouve mêlée, et vous voyez que là, on pourrait argumenter que c'est presque un signe ou un symbole. Une abréviation qui est très réduite. L'autre paramètre qui m'a semblé le plus discriminant dans ce jeu de données, à cet endroit-là, c'est l'opposition de deux allographes très clairs. Un kappa de grande taille, on a envie de l'appeler majuscule, et un petit kappa qui est cursif et qui peut être tracé en un seul mouvement, sans lever le calme. Et dans ces deux cas, ce sont deux formes qui sont trouvées à chaque fois. Le couple vient du même document. Donc ce sont vraiment des formes qui sont concomitantes à l'intérieur d'une main. Là aussi, une fois qu'on rajoute ces éléments, et ça va être la prochaine étape, on peut faire des statistiques et dire, voilà, tel scripteur n'utilise qu'un type de kappa, qu'un type d'allogramme. Il y a des scripteurs qui, dans les textes qui sont conservés, n'abrègent jamais le Chi, et il y en a d'autres qui, très clairement, vont l'abréger de plus en plus à la fin du document.
Donc on voit de nouveau la complexité du problème et les différentes possibilités de rajouter des annotations sur ces informations. Mais il y a quand même déjà des résultats qui émergent. On peut repérer des formes qui sont uniques à certains scripteurs, tout en gardant en tête qu'ils peuvent en avoir d'autres. Voilà. Donc ce sont des idiographes, mais ça ne veut pas dire que 100% de leur caille est typique. Et c'est effectivement l'autre aspect. Il y a des formes qui sont franchement ambiguës. Que si on n'a pas l'information du scripteur, ce n'est pas ce trigramme-là qui permettra d'être discriminant à l'intérieur des écritures. Alors, pour conclure sur ce travail qui est encore en cours et sur lequel je serais très heureuse d'avoir vos retours, on peut dire qu'il y a un grand espoir d'améliorer la situation parce qu'on fait de plus en plus de progrès dans l'annotation automatique des papyrus. Il nous a fallu 1 mois pour collecter ces 1300 cailles, mais on peut espérer maintenant, avec les nouvelles techniques qui visent à aligner le texte et l'image entre le papyrus, parce que tous ces papyrus sont édités, donc on a la transcription. Donc si on arrive à aligner correctement le texte et l'image, on pourra non seulement regarder les cailles, mais différents trigrammes, tous les éléments qui nous permettent, qui nous semblent pertinents. La visualisation des données paraît un élément clé et va permettre de plus en plus d'amélioration sur ce sujet. Comme je vous disais, cette manière de naviguer sur une frise chronologique, de pouvoir zoomer et de pouvoir reprendre du recul, c'est tout à fait prometteur. Et à Bâle, nous avons un nouveau doctorant qui vient tout juste de commencer et qui va s'attacher à retrouver le mouvement d'écriture. Et donc, si vous vous souvenez, les 27 cailles de Victor, l'idée, ça va être de modéliser son écriture pour comprendre ce qui est commun à ces 27 formes, en les définissant comme une forme plus pleine, une forme plus hâtive, plus précipitée. Voilà. C'est une thèse, du coup, en sciences informatiques qui sera couplée de conseils en neurosciences sur la captation dynamique des écritures. Je vous remercie de votre attention et si vous êtes intéressé par toutes ces questions d'humanité numérique et de paléographie digitale, je vous invite à rejoindre la mailing list, la liste de diffusion de Describes. Merci beaucoup.